Alors, une table ronde qui va durer à peu près 3 quarts d'heure. Euh, En 3 temps. Premier temps, c'est plutôt parcours expertise. Deuxième temps, on va repasser la parole à Fernando qui va nous parler en fait des différents métiers autour du cocktail, mais aussi les tendances du cocktail dans les bars. Est-ce qu'il y a vraiment une évolution par rapport aux attentes, aux approches en fait clients? Et on terminera par Nicolas Garot. Non, non, David, c'est quelqu'un d'autre. Non. Nicolas Garot du Gatsby sur non pas son projet, mais sur le Gatsby. Voilà, il nous parlera en fait déjà du concept. Alors, je dirais dans un premier temps, euh, Clara, Martin, donc deux anciens apprentis en fait de la chambre de commerce. Leur point commun, c'est d'être MAF. Alors MAF, c'est meilleur apprenti de France. Euh, des parcours différents, avec des objectifs et des échéances différentes. Martin, chef barman au Gupta, et Clara qui va nous parler aussi de son projet professionnel, qui est le MOF, meilleur ouvrier de France. Alors, déjà, pour vous deux, vous avez le micro? Ouais. Non, pas forcément. Ah bah merci. Première question, le MAF, c'est quoi? Meilleur ouvrier de France, meilleur apprenti de France, c'est quoi? Ça réside en quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, je dirais si vous deviez faire un petit point de retour, parce que je crois MAF, pour toi c'est 2015, Ouais, et pour Martin 2018, 18, 18-19, 19. on n'était Ouais, pas bah tout à par là fait, quoi. hein, Un peu stress. 2018-2019. Donc retour d'expérience par rapport à ça, c'était quoi? Bah moi je partirais du principe qu'en fait ce concours c'est une concrétisation un petit peu des connaissances qu'on a, montrer son savoir-faire et puis aussi savoir se faire plaisir à soi-même en se rassurant finalement sur tout ce qu'on a appris en plusieurs années de formation, en se disant que voilà on a eu une médaille d'or pour ça et c'est un vrai plus après je pense au niveau des recruteurs aussi de montrer que ça a une exigence et qu'on a pu réussir ce côté-là. Martin? Merci. Non, moi, je suis d'accord avec Clara, entièrement d'accord avec Clara. Ce que ça apporte, ça va être une visibilité justement aussi, hein, les rencontres aussi qu'on va faire lors du concours, mais pas forcément que de ce concours-là, mais aussi des autres qu'on peut être amené à faire le long de l'année, aussi bien d'apprentissage qu'après sur les années futures en tant que professionnel. C'est une visibilité que ça soit régionale, nationale ou même à l'international, parce que sur des concours de bar aussi, on peut être amené à aller dans certains pays grâce à ça justement, et donc avoir une évolution beaucoup plus importante aussi que si on restait, c'est vrai que dans notre bar, dans notre cocon aussi. Voilà. Donc avant d'être MAF, vous étiez tous les deux en mention complémentaire bar avec sous la houlette de Didier Péor. Mention complémentaire, donc on vous souhaite je dirais, le meilleur et peut-être un jour être MAF également. Cette formation, parce que je crois que Clara c'est un CAP en 1 an et ensuite l'AMC. Pour Martin, c'était un bac puis l'AMC. Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette formation complémentaire, mention complémentaire bar? Bah, le gros avantage qu'elle a eu, cette formation-là, c'est que le fait que ce soit de l'alternance, déjà, ça nous permet d'être dans un milieu professionnel dès le début et de vraiment avoir cette partie cours qui est là qu'une fois par mois et en fait d'être en entreprise tout le reste du temps. Ça permet en fait d'avoir moins de transitions hyper tranchantes à la fin de la formation. C'est-à-dire qu'on a fini la mention, surtout qu'avec Martin, on l'a fait au même endroit. On était au Normandie à Deauville. Et pour ma part, moi, je suis restée dans l'hôtellerie de luxe après. Et c'est vrai qu'il y avait moins cette appréhension de se dire, maintenant, j'ai fini ma mention, je dois aller travailler ailleurs, où j'aurais pu rester aussi au Normandie. Mais mon choix était de vouloir voir des choses différentes. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait cette mention m'a permis en fait de me rassurer, de me conforter sur déjà mon changement de voie. Et en plus de me dire, bah, maintenant, je sais que j'ai moins d'appréhension à aller postuler quelque part et je me sens prête et légitime. Martin? Mais c'est beau. Non, mais c'est magnifique. Pareil.
Voilà, à part ça. Mais faut dire quelque chose d'original, je sais pas. Ouais, non, c'est vrai que merci, merci Monsieur Péan hein, déjà pour tout. Où justement, j'ai eu 2 ans en bac professionnel. Après, je suis parti pendant 8 mois en Angleterre. C'était pour changer un peu d'horizon, pour voir autre chose. Grâce à Monsieur Péan, après, je suis rentré dans le bar. C'était pas du tout prévu. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment une découverte. Et puis maintenant, je m'éclate. L'expérience à Je m'éclate dans ce l'étranger, que je c'est quand fais. même un sacré plus. Ouais, c'est un sacré plus. Ouais, C'est un sacré plus. On découvre de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, des façons de penser qui sont totalement différentes. Et donc moi, je vous invite vraiment aussi à le faire si vous en avez l'occasion. d'accord. Ce choix de chef barman chez Gupta, tu aurais pu en fait aller à Paris, peut-être être chef barman dans des grands hôtels-restaurants, dans des palaces. Pourquoi ce choix? Pourquoi Angers? C'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à se dire Paris, c'est là où absolument où il faut que j'aille. Je pense que le principal aussi, c'est de se sentir bien là où on a envie d'évoluer. Moi, je suis venu ici aussi pour me rapprocher de ma famille, pour créer vraiment aussi des connexions qui peuvent se faire aussi dans le coin. Mais j'envisage aussi d'en faire, que ce soit au national ou aussi à l'étranger, continuer. C'est vrai qu'un Paris, c'est toujours le tremplin où on va rencontrer tout le temps beaucoup de monde, où on va se dire, c'est vrai que ça va être super, ça va aller très très vite, mais rien n'empêche que si on est motivé et que si on a envie d'évoluer, ça ne tient qu'à soi aussi. Et puis le principal, c'est de se sentir bien pour être à l'aise, pour penser, et pour pouvoir créer comme on le souhaite. En 2 mots, c'est quoi le métier de chef barman au Gupta? C'est quoi? C'est quoi ton C'est du management et de la création, plus. création de cartes? Ouais. Voilà, hop, fini. Non, c'est... Management et création. ouais, on va Ok, dire un peu, d'accord. ouais. Clara, euh, autre parcours, tout du moins une parenthèse aujourd'hui, jeune maman, et avec un objectif également, non plus de MAF, puisque c'est fait, mais maintenant de MOF, donc meilleur ouvrier de France. Alors le pourquoi et comment on s'y prépare? Pourquoi s'y être inscrite? Mm. Alors je m'y suis inscrite parce que c'est vrai que dès le début que j'ai commencé le bar, je voulais absolument faire ce concours-là, je ne sais pas pourquoi. C'est un des rares concours pro qui m'a attirée tout de suite. Et donc du coup, voilà, c'est un peu la seule raison finalement. J'ai commencé avec le MAF en me disant ce sera à première échelle. J'ai continué maintenant aujourd'hui avec le MOF. Donc c'est vrai que j'ai passé les qualifications, j'arrive en finale d'ici fin novembre, début décembre. Et comment on s'y prépare? Avec une vie de jeune maman, c'est pas facile. Il faut trouver un peu les bons compromis. Mais moi, je travaille beaucoup sur les connaissances et l'aisance aussi à parler devant beaucoup de monde, ce qui n'est pas forcément évident. Mais comment ça se passe un concours MOF? Je veux dire, il y a de la démo, il y a de l'argumentaire, il y a Le gros avantage de ce concours-là, c'est qu'en fait, ça regroupe, à mon sens, tout le métier qu'on attend d'un barman. C'est-à-dire on va aller chercher à savoir les connaissances, mais on va aussi vérifier qu'on connaît bien ses produits, savoir qu'on a des belles histoires à raconter, pas juste être là pour faire une boisson, mais comme disait Fernando, voilà, créer quelque chose, créer de l'émotion. Et en fait, le MOF, en tout cas jusque-là sur les qualifications, c'était ce qui était un peu recherché, de montrer que juste on sait qu'on est un bon barman et qu'on veut le prouver, quoi. Ok, merci. Je passe maintenant à Carole Quinton, maître distillateur. J'ai vu dans un article que vous vous définissiez comme l'ange gardien de l'héritage d'Édouard Cointreau, et ensuite, et le nez de Cointreau comme un parfumeur. Est-ce que ça vous caractérise? Alors oui, alors avec une histoire précédente, hein, puisque moi je suis issue de l'ESA, pour ceux qui sont là. Donc j'ai fait un cursus en agriculture, en agronomie, en étant sélectionneur dans un premier temps. Et donc en étant sélectionneur, j'étais sélectionneur sur un fruit que j'aime beaucoup, qui est la fraise. Et donc je dégustais déjà la fraise pour créer de nouvelles variétés. Donc j'étais déjà un petit peu dans la création. Et je suis rentrée dans le monde des spiritueux par la qualité de la matière première végétale. J'y suis rentrée donc, grâce à l'ESA, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'entreprise dans laquelle je suis restée ensuite pendant 22 ans. Et en fait, c'est à l'occasion d'une intervention d'un directeur de recherche dans un groupe agroalimentaire
où là, vraiment, moi, j'ai eu le déclic. Un peu comme Fernando, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ce que je veux faire comme métier, c'est mettre en valeur ce que nous offre la nature. Je veux mettre en valeur les matières premières végétales. Alors évidemment, je ne savais pas trop si c'était avec des liqueurs ou avec d'autres types de spiritueux. Donc j'ai commencé par le vin, différents types de spiritueux, des whiskies, de la vodka. Et puis donc je suis arrivée chez Cointreau en 2016. Alors à ce moment-là, effectivement, dans mes missions de maître distillateur, j'en ai deux, qui sont celles de préserver l'héritage d'Édouard Cointreau, celui qui a créé la liqueur Cointreau en 1885. Liqueur faite à base d'un fruit qu'on appelle l'orange amer et l'orange douce. On va utiliser les écorces d'orange pour réaliser la liqueur Cointreau et on va extraire de ces écorces d'orange tous les composés, tous les parfums qui vont nous permettre de créer la liqueur. Alors pour ça, on a besoin de notre nez, en partie, de notre bouche aussi, ce qu'on va appeler les dégustateurs. Alors le nez, on en a tous un, on a la chance, et surtout on peut tous l'utiliser. La seule chose, c'est qu'on a besoin d'être un petit peu entraîné pour pouvoir l'utiliser, pour à la fois évaluer ce que l'on va créer, pour pouvoir noter, pour pouvoir corriger, pour pouvoir refaire, reprendre le travail, puisque de toute façon, quand on est dans la création, on doit toujours reprendre ce travail. Et il y a une chose qui est importante, et Fernando le disait tout à l'heure, c'est qu'en plus, quand on est créateur de liqueurs, créateur de cocktails, dans la gastronomie, quand on va créer quelque chose, c'est pas juste mettre des Legos, des briques les unes sur les autres. Ça fonctionne pas. Il faut que vous ayez quelque chose qui va donner une sensation, qui va donner une émotion. Le nez et la bouche, quand vous dégustez, vous avez toujours le souvenir. En fait, la dégustation, la sensation olfactive, elle est liée à la mémoire. Et donc, vous avez toujours, vous avez tous votre Madeleine de Proust, celle que l'odeur, la dégustation dont vous vous souvenez toujours. Et en fait, quand on crée, c'est ça qu'on va rechercher à créer. Et quand on a affaire à des mixologues, eh bien, c'est ce qu'ils vont nous laisser. On a le souvenir d'un cocktail pris dans un bar à Paris, à Angers, à New York, voilà. Et donc, même pour une liqueur, on va toujours rechercher à faire ce travail de création et surtout d'assemblage. Et vous travaillez avec qui, en fait vous n'êtes pas toute seule devant votre verre de Cointreau. Vous travaillez avec qui? Comment ça se passe, en fait, la création? Alors, pour faire de la création, on a toute une équipe autour de nous. On travaille collaboratif, toujours, puisqu'on ne peut pas décider seul. On a besoin des autres pour prendre leur avis, pour prendre leurs remarques, leurs notations et s'évoluer soi-même, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, évidemment, il y a toute une équipe, un panel de dégustation donc, que l'on va entraîner. Et puis, il y a tous les collaborateurs. À la fois, moi, je suis dans un service qu'on appelle recherche et développement. Donc, tous mes collègues de ce département recherche et développement de la Maison Cointreau, mais aussi les personnes du process, de la fabrication de la liqueur. Donc, on va tous être partenaires dans cette élaboration de la liqueur Cointreau. Je présume qu'en fait, que chez tous les liquoristes, soit chez Giffard, chez Combier, vous avez aussi un nez, des maîtres distillateurs. C'est quand même un métier, mais c'est un métier à la fois précieux, mais relativement rare. Alors c'est vrai qu'on est peut-être pas très très nombreux. Par contre, aujourd'hui, de nombreuses maisons de spiritueux ont, même si elles ne l'appellent pas maître distillateur, maître assembleur, maître de chai, enfin maître tout ce que vous voulez, elles ont une personne qui va créer et qui va évaluer, noter, ou plusieurs personnes d'ailleurs, parce que souvent ça peut être aussi une équipe qui travaille ensemble pour faire évoluer une liqueur, pour faire évoluer un spiritueux, pour pouvoir le juger. Moi, dans le passé, dans les maisons de spiritueux dans lesquelles j'ai travaillé, on avait des panels de dégustation et des équipes pour travailler autour des produits spiritueux de toute façon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être avant de passer la parole à Fernando Castellón, sur le métier de maître distillateur?
pas de questions. Et sur l'expertise et expérience en fait de Martin et de Clara, des questions? Il n'y a pas de mauvaise question, hein, allez-y. Ouais, allez-y. Hein. Pas de questions? Une question. Allez. Merci Sylvain. Je voulais savoir, est-ce que la source de stress, vous arrivez à la gérer progressivement durant le concours ou elle est quand même relativement présente durant le déroulé du concours? Alors, je vais être transparente complètement, c'est-à-dire que la veille du meilleur ouvrier de France jusqu'au jour même, j'ai cru que j'allais mourir. Je mentirais en disant que j'étais sereine. Sur n'importe quel concours, je pense que quand on y met de la valeur et de l'intérêt, la source de stress, elle est forcément là, parce que quand on a envie de réussir quelque chose, on se met la pression pour. Maintenant, étonnamment, c'est là où aussi j'ai été moi-même surprise de voir à quel point la gestion du stress, j'avais réussi à la maintenir le jour J. Mais elle sera toujours là. Quelqu'un qui me dit, moi je ne suis pas stressée le jour d'un concours, je lui dis, mais tu es mon Dieu. J'en ai rencontré des gens qui me disent ça, mais je trouve ça absolument fabuleux. Mais moi, ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Et je trouve que même je suis plus rassurée si j'ai du stress que si j'en ai pas. Oui, tout dépend après comment on le prend, mais c'est vrai que le stress, ça fait partie du jeu, mais c'est vraiment du stress positif. Là où le but, c'est pas de se mettre une pression, trembler dans tous les sens, mais c'est vraiment de pouvoir être stable et puis pouvoir réaliser, justement, après on s'est entraîné en amont, donc on sait très bien aussi sur quoi on va, où on peut tomber, et donc le but quand même, c'est d'y aller avec une certaine assurance, mais avec un stress qui sera forcément présent. Si je peux rajouter quelque chose qu'il dit, c'est très important, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que si vous êtes prêt, vous n'aurez pas à gérer le même stress, pas deux stress différents. Celui de l'inconnu, plus la montée en pression. Si vous n'êtes pas prêt, les deux vont se mélanger et là, ça devient très dur parfois à contrôler. Donc, c'est pour ça. D'autres questions? Moins Oui. stressé, c'est bon? D'autres questions? Si vous l'écrivez. Moi, c'était pour savoir si c'était pas un frein pour la création d'être, par exemple, sous l'enseigne Cointreau. Par exemple, est-ce qu'on peut pas faire d'autres choses et tout? C'est pas un petit frein pour se dire qu'on va essayer, découvrir d'autres choses, proposer d'autres choses? Vous disiez un frein pour la création? Oui, ou un frein pour la création. Par exemple, chez Cointreau. du fait qu'elle est que sur Cointreau. Oui, voilà, c'est justement, ça, c'est voilà. ça. Alors au contraire, alors Cointreau, effectivement, en plus, la question est très pertinente parce que elle a plus de 100 ans d'histoire. 1849, date de création de la maison, 1885, date de création. Par contre, même avec un seul fruit, on a des terrains d'exploration qui sont immenses et très larges. Dans le passé, Cointreau a créé beaucoup d'autres nouveaux produits. Ensuite, on utilise Cointreau pour des tas de cocktails. Aujourd'hui, plus de 400 ou 500 cocktails créés avec la liqueur Cointreau. Donc, voilà, quand on peut s'imaginer que effectivement c'est trop restreint, eh ben non, pas du tout. En fait, on a des terrains d'expression niveau création qui sont très larges. Autre question? Je peux me déplacer? Non? On en reste là? Donc bravo à vous, on peut même les applaudir. Merci pour eux. Alors, c'était Didier Péan, le renseignant. Fernando, maintenant. Donc maintenant responsable développement innovation chez la Maison Villevert. Oui. Depuis, je crois, assez peu de temps. C'est tout frais, Tout voilà. à fait. C'est glacé. Connu et reconnu comme étant un historien du cocktail, écrivain également. Auteur, simplement, mais oui. Oui, oui. J'ai exploré pas mal Pas mal. d'aspects, toujours en restant dans ma passion, mon univers, qui était le cocktail. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le bar.
Alors, j'ai pas fait de formation en école hôtelière, tout simplement parce que j'ai commencé de manière autodidacte, mais quand j'ai commencé le bar, j'ai commencé à Londres parce que je suis allé travailler là-bas en tant que chef de rang. Et là-bas, j'ai un ami qui m'a emmené dans un bar. C'était au moment du renouveau du cocktail au milieu des années 90. Et j'ai été exposé au cocktail d'une manière différente de ce que j'avais eu comme expérience en France. Ça a été déjà un éveil, je dirais, avec une approche autour du goût. Voilà. Dès le départ, ça a connecté au goût. Après, ça fait écho en moi. Je pense qu'on a tous, on le disait, on a notre Madeleine de Proust, comme disait Carole Quinton, mais on a surtout un repère environnemental. Ce que vous mangez chez vous, ce que vos parents vous donnent à manger, vous donnent des repères, et après vous avez des découvertes quand vous allez au restaurant, vous pouvez découvrir des sensations, des aliments que vous ne soupçonniez pas que vous alliez adorer finalement par la suite. Donc c'est formidable, il faut garder une dimension d'exploration un petit peu, mais il faut se rattacher à ce qu'on aime. Et un simple dessert ou quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, finalement on est toujours dans le même curseur, c'est-à-dire on est dans quelque chose au niveau sensorialité qu'on ingère quand même. C'est là où c'est différent quand même de peut-être un parfum ou autre chose. Tout ce qu'on ingère, c'est quand même une dimension. Il y a la texture, il y a un tas de choses supplémentaires qui s'additionnent, je pense. Et cette connexion par le goût, j'ai eu la chance, c'est ce qui m'a un petit peu guidé. Et ensuite, je suis quelqu'un de curieux. Donc, je me suis mis à explorer différents univers autour du cocktail. Donc, très jeune, je commence le bar. Bon, je travaille dans différents profils d'établissement. J'ai vraiment fait des choses très larges, mais toujours orienté vers la qualité. Pourquoi ? Parce que pour moi, un client, c'est pas une question d'être élitiste. Hein. Si on prenait dans la cuisine quelqu'un qui fait un chef qui travaille dans une brasserie et qui fait 300 couverts par jour de manière très organisée, pour moi, il est tout aussi respectable qu'un chef qui travaille dans la gastronomie. C'est une question de sensibilité. On aime la précision ou on n'aime pas. Vous voyez, dans la menuiserie, enfin dans le bois, il y a des menuisiers, il y a des ébénistes. C'est pas que l'un est capable de faire quelque chose que l'autre ne fait pas. C'est une question d'affinité. Et si on a cette notion de précision en soi, eh ben on va être attiré par certains établissements ou certains profils d'évolution. Et donc, moi, d'avoir des clients qui étaient suffisamment, je dirais, dans des établissements de qualité, il y avait une démarche où je me disais que ce client, il a un discernement plus évolué pour évaluer ma prestation. Et donc, ça me permettait de me remettre en question et d'avancer. Et comme je disais à l'époque, vous savez, si on voulait acheter un livre de cocktail, il n'y avait vraiment pas grand-chose. À l'époque, plus il y avait de photos dans un livre, pire était le livre, en général. Donc, c'était un peu la catastrophe. Et heureusement, il y avait Larousse avait fait un Larousse des cocktails dans les années 80. Et ça a été un bon bouquin. Et après, il y a un livre fait par un auteur allemand qui s'appelle Charles Schumann. Le livre s'appelle American Bar. Je l'ai acheté par hasard dans un voyage à Amsterdam et ça a été mon premier livre de chevet. Et donc, à partir de là, ça a suscité de la curiosité. Vous voyez, dans le bar, on a beaucoup l'anecdotique autour des cocktails. Vous avez sans doute entendu une histoire autour d'un cocktail inventé par ceci ou cela. Et le problème, c'est que des fois, vous avez 3, 5 histoires autour d'un cocktail. Bon, à un moment, il faut déjà essayer d'être un peu cohérent, se dire, bon, ça, c'est peut-être un peu trop fantaisie. Et puis, des fois, on ne sait pas. C'est tout. On parle de l'histoire des cocktails, l'histoire des spiritueux. Parfois, il y a des erreurs aussi dans les marques, les dates qu'elles mettent aujourd'hui. Et voilà, donc il y a tout un travail aujourd'hui grâce, comme je disais, à la digitalisation de l'information. On n'a jamais eu un accès aussi facile. Et moi, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que je devais dire à mes clients. J'avais besoin, moi aussi, de savoir qu'est-ce que je devais connaître. Et donc, voilà, je me suis mis à faire des recherches historiques. Et petit à petit, je suis devenu un historien du cocktail et des spiritueux par besoin, pour juste être plus efficace, je dirais, dans mon dialogue avec les clients. On n'en parle pas assez, mais vous voyez, souvent, faire un cocktail... Même vous, quand vous irez dans un bar, bon, je ne vous dis pas ça le samedi soir à 23h, mais si je vais dans un bar et que je commande un cocktail qui est sur la carte et qu'il n'y a pas de dialogue, ok, j'ai mon cocktail, peut-être qu'il est très bon, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais en fait, toute la richesse pour aller plus loin, pour le barman, comme pour le consommateur, c'est qu'il y a un dialogue. C'est de comprendre ce que vous aimez. Je crois que c'est le credo de Nicolas. Et pourquoi vous l'aimez comme ça. C'est vraiment très important parce que finalement, si vous me dites, moi j'aime bien les mojitos, très bien. Vous aimez bien le mojito, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils vont vous dire, le mojito, c'est has-been et machin. Non, vous avez le droit d'aimer ce que vous aimez. Vous aimez les pina colada, voilà. Mais finalement, qu'est-ce que vous aimez dans le mojito ? Qu'est-ce que vous aimez dans la pina colada ? Et sur quoi on va pouvoir jouer pour adapter encore plus ? Si je fais le parallèle avec la sommellerie, par exemple, la sommellerie, qui est un métier de vente conseil très établi, on va avoir une recommandation, il y a une vraie maîtrise du sujet en amont, et on va proposer une bouteille adaptée aux attentes du consommateur, mais quelque part, ce qu'il y a dans la bouteille, on ne peut plus le bouger. C'est figé. Le cocktail,
Une fois que j'ai fait la même démarche et que je suis allé jusqu'à cibler, j'ai écouté ce que vous cherchiez, on vous donne un cocktail, mais en plus derrière, on peut aller beaucoup plus loin pour l'affiner à votre goût personnel. Mais ça, il faut qu'il y ait du dialogue. Et c'est vrai Fernando, que, voilà. pour celui qui aime le cocktail, l'univers. S'il vous plaît. Merci. J'ai l'impression d'être en classe. Pour celui qui aime l'univers du cocktail, on associe peut-être de manière un peu trop restrictive bar et monde du cocktail. Il y a d'autres métiers, il y a d'autres facettes. Oui, alors c'est vrai que voilà, c'était un peu le but. C'est-à-dire que du coup, en explorant, comme je disais, je suis devenu historien du cocktail par besoin. Et vous voyez, le confinement m'a permis, pour vous donner un exemple, ça ne s'arrête jamais une fois que vous commencez. C'est-à-dire que mon hobby est connecté à mon métier. Donc finalement, je tournais un peu en rond. Et comme je dis, j'explore des chapitres différents à chaque fois. Mais même pendant le confinement, ça m'a permis, en étant bloqué chez moi, de passer des fois 4 jours de suite sur une recherche que je voulais faire. Et d'aboutir. Donc ça m'a permis d'écrire quelques bouquins, d'être rédacteur en chef dans un magazine, voilà, de gagner en crédibilité internationale, voilà, et surtout de contribuer à ma profession. Qu'est-ce qu'on apporte ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses ? C'est quand même ça, c'est plus intéressant. Donc voilà. Et puis, il y a eu d'autres besoins. Par exemple, la première fois, quand j'ai commencé à travailler derrière un bar, l'ergonomie, c'était la catastrophe, quoi. Donc quand on est jeune encore, ça va, on peut bouger dans tous les sens, on est encore souple. Alors vous voyez, aujourd'hui, je ferai un service, je pense que je rendrai l'âme dans beaucoup d'endroits. Mais donc l'espace, peut-être, enfin en tout cas la dimension ergonomique, par exemple, a été très rapidement pour moi un besoin de correction, d'adaptabilité. Et c'est pour ça que quand j'ai trouvé ce dessin dont je vous parlais du plan de travail de Harry Johnson en 1888, ce plan, ce dessin, je l'ai trouvé... quelques années, ça faisait déjà quelques années que je faisais du bar et je me disais mais c'est fou quoi. C'est-à-dire que même lui, alors que le plan de travail était en bois, c'était mieux organisé que ce qu'on a d'habitude. Donc voilà, parce qu'on a évolué vers une culture de café pendant un moment en France et puis on est revenu à du bar maintenant. C'est-à-dire que maintenant, comme dans vos bars, il y a des postes de travail dédiés, voilà. Mais on est passé par une phase de transition comme ça. Donc voilà, donc du coup par exemple j'ai développé une compétence d'agenceur dans le bar. Alors c'est quelque chose que je faisais sur le côté, mais finalement, à force d'avoir les projets, à force d'avancer, tiens, on teste ça, on déplace les choses et on essaie d'avancer avec notion de confort de travail, d'hygiène et de productivité. En ayant tout ça à l'esprit à chaque fois, petit à petit, j'ai pu réinventer un poste de travail fixe. Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut partir dans une direction, vous avez une affinité dans tel domaine, après un autre. Alors après, dans les autres branches, j'ai créé un concours. On parlait de concours. Moi, j'ai créé un concours de bar parce que les MOF, barman, existent depuis quelques années. Mais moi, quand j'ai commencé le bar, ça n'existait pas. Donc, j'ai voulu créer un concours qui puisse aider à valoriser le métier avant que les MOF existent. Ça s'appelle les Trophées du bar. On en est à la 18e édition. Voilà, ça aura lieu lundi 24 octobre à Paris si vous êtes dans les parages, vous pouvez venir. Mais c'est juste pour dire que cette démarche de valorisation du métier, c'est tout ce qui m'a intéressé. J'ai essayé de faire des expositions. J'ai fait une exposition à Cognac, au Musée des Arts de Cognac, sur l'histoire du cocktail, sur tout ça, parce qu'il y a tout un passé, tout un univers qu'on ne soupçonne pas. Donc voilà, c'est plein d'actions de fond. J'ai créé un festival qui s'appelle le Paris Cocktail Festival, Paris qui en est à sa 10e édition. Bon, je l'ai fait 3-4 fois parce qu'après, on touchait à l'événementiel pur. Et voilà, il faut aussi trouver ses limites. Hein. Des fois, moi, j'aime bien, je vous disais, je suis curieux, donc je n'ai pas peur de partir dans plein de choses, mais là j'ai trouvé mes limites. Par exemple, ça, j'ai arrêté. Mais les idées continuent et perdurent. Et puis, donc voilà, aujourd'hui, on sait qu'après le bar aussi, il y en a beaucoup qui deviennent... Avant, on se disait, c'est pas devenir commercial nécessairement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers de brand ambassadeur. Baptiste, par exemple. Et c'est vrai que c'est aussi une évolution, c'est une intégration, un support pour la marque. Donc, en tout cas, faire du bar, il y a plein de directions possibles. On peut rejoindre, du coup, après, une maison côté production, je dirais, voilà, moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai intégré depuis peu une maison de spiritueux, parce que finalement, toute la partie, je dirais, opaque, qu'on ne nous dit pas. J'avais encore plein de questions. J'avais ma checklist, là, très longue. Et je peux vous dire que tous les jours... tel département sur les liquides, je dis au fait, là, il y a moyen d'analyser ça, ou je peux avoir le taux de sucre de ça, ou ceci, cela, et voilà, et c'est génial, parce qu'il y a des compétences qui viennent répondre à des questions que je me pose depuis une dizaine d'années, peut-être, ou plus. Donc voilà, mais c'est un nouveau chapitre. Donc en tout cas, du moment qu'on est dans un univers, je crois qu'à partir du moment où on devient un petit peu technicien et qu'on maîtrise ce qu'on fait, d'autres portes vont s'ouvrir. Et il y a des métiers qu'on ne soupçonne pas, qui vont sans doute se créer aussi d'ici 10 ou 15 ans.
Pour Voilà. faire la transition avec Nicolas, David. En deux, trois mots, quelles sont maintenant les attentes réelles du consommateur? Alors, est-ce que c'est en adéquation avec les tendances? Est-ce que c'est les tendances qui répondent aux attentes ou vice-versa? C'est quoi? Alors, déjà, on ne lit pas dans une boule de cristal, comme vous le savez. Donc, tout ce qui est tendance, tout ça, il y a toujours des tendances émergentes, après lesquelles vont s'inscrire. Il y en a qui sont à court terme ou long terme. Il y a des choses qu'on a vues venir, qui se sont développées. Il y a des choses où on se dit, ça va jamais marcher, et ça marche, et ça dure. Donc, vous voyez, on ne maîtrise pas. Les consommateurs choisissent ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent. Je pense que dans le travail de Nicolas, dans leur approche, on est à Angers. Si on prend la France, Paris, aujourd'hui, où le cocktail, il y a eu un travail de fait un peu sur les consommateurs en général, il n'y a pas le même degré de maturité. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou différent, c'est le degré de maturité. Et puis Paris n'a pas le même degré de maturité que Londres. Donc vous voyez, il y a des paliers qui sont une question d'environnement. Et du coup, plus vous êtes dans le discernement, comme je disais, plus vous maîtrisez le sujet, plus vous avez des attentes quelque part. Après, par contre, je vais te passer la parole pour expliquer ce que tu fais, mais voilà, le travail qui est abordé en raccordant cela à une période historique, tout ça, il y a un côté éducation du consommateur. Et souvent, c'est oublié. Et ça, c'est indispensable de donner des repères. Éduquer, c'est un grand mot, mais c'est donner des repères, faire comprendre ce qu'on essaie de transmettre. Et encore une fois, pour que vous puissiez, vous, en développant votre palais ou tout simplement ce qui vous fait plaisir, savoir vers quoi vous tendez quand vous buvez un cocktail. De la même manière que vous le ferez sur un verre de vin ou une bière, comme je disais. C'est juste que le cocktail va être assemblé et qu'on peut aller beaucoup plus loin finalement dans la justesse peut-être pour essayer de satisfaire vos envies. Alors, donc dernier témoignage sur cette table ronde, Nicolas Garot, Oui. que j'ai rencontré hier, qui m'a fait visiter le Gatsby, un lieu assez exceptionnel. Alors, je ne vais pas faire de la pub, mais franchement, allez-y, c'est quand même assez exceptionnel. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Là, tu as quand même 200 consommateurs potentiels. Je vous attends. Donc, Je vous pas te attends. louper. On est ouvert ce soir et demain. Ça finit pas lors, trop de tard, en plus. lors de notre entretien, moi j'ai retenu quelques points. Ouais. À la fois une aventure familiale avec la création du Gatsby en octobre 2019. J'ai bien retenu la leçon. Un concept audacieux, innovant. Innovant. Le goût du produit et également des projets de développement. Alors, on va les prendre les uns après les autres. Aventure familiale. Oui, alors tout à fait. Nous, on a ouvert l'établissement le 16 octobre 2019 avec mes deux grands frères. Un qui était spécialisé dans le monde du cocktail, François Garot, donc mon frère, et Stéphane qui lui a travaillé beaucoup à Paris, qui a fait vraiment qui est parti du plus bas jusqu'à devenir directeur et monter des établissements. Et puis moi, je suis rentré comme ça un peu par hasard. J'étais animateur pour enfants, après j'étais sauveteur secouriste, et par plaisir avec mes frères, parce que voilà, on est une famille soudée, je suis rentré dans le monde de la restauration et surtout du cocktail. Quand on dit aventure familiale, avant de parler du concept même du Gatsby, Ouais. comment ça s'est passé? Parce que tu n'as pas été seul à porter ce projet. Non. Moi, je suis rentré du coup 8 mois avant l'ouverture de l'établissement. J'ai travaillé un peu avec mon père qui travaille dans le bâtiment, qui est maître d'œuvre, architecte. Et il fait des maisons de A à Z, hein, clairement. Et l'idée, c'était de monter un projet de A à Z, en famille, tous ensemble. Et donc, du coup, avec les idées de mon père qui sont un peu farfelues, et moi, dans ma folie aussi, j'ai suivi la chose. Le côté structurant, c'était plus François et Stéphane, mes frères, qui étaient là plus pour nous fixer des règles, pour éviter qu'on parte un peu Dans tous partout. les sens. On a monté ça ensemble. On s'est donné un mois et demi pour trouver plein d'idées. On s'est retrouvés et puis on a monté ce projet. Le bar, on l'avait découvert déjà. Donc le speakeasy, on l'avait découvert. Il a très bien expliqué d'ailleurs Fernando. À Paris, on l'avait découvert ce concept-là. Et nous, on a essayé de le faire à notre sauce en essayant vraiment d'apporter ce côté prohibition d'époque avec ces tons un peu feutrés, sombres et tout le côté artistique aussi qui est vraiment réellement présent dans l'établissement, mais aussi que je remercie encore énormément. D'ailleurs, Alex est là ce soir, mon ancien chef barman, qui m'a apporté énormément de choses dans le monde du bar. C'est aussi des artistes, pour moi, qui sont là pour montrer leur savoir-faire. C'est un vrai métier, c'est quelque chose de passionnant, de toujours
plein de choses à découvrir. On peut mélanger plein de choses. Enfin, c'est Bah, juste incroyable, quoi. Le concept du Gatsby, c'est quoi? Le concept, c'est le speakeasy, du coup. Ouais. Donc, speakeasy, c'est un bar, tu l'avais, Ouais. bar caché, bar clandestin. Pendant la Prohibition, ça s'est monté. Il y a eu 360 000 bars qui se sont montés illégalement pendant la Prohibition, 1919-1933. Et dans ces bars-là, qui étaient tenus d'ailleurs par la mafia juive italienne, c'était vraiment les deux grosses mafias. Ils ont créé voilà, plein de barman, de mixologues. Et pour moi, ça a vraiment explosé le monde. Le cocktail a explosé grâce à ça, avec les cocktails qui étaient faits maison, donc frelatés. On faisait le gin dans les baignoires et les moonshiners qui distillaient à la lumière de la lune. Et aussi beaucoup de contrebandiers qui exportaient voilà, tout leur alcool. Et donc l'idée, c'était vraiment c'était une expérience à faire vivre aux clients. C'est pas on se pose dans un bar pour boire un cocktail, mais il y a aussi toute l'explication. Ça veut dire, comme il a expliqué, on prend vraiment beaucoup de temps avec le client pour expliquer la façon de travailler le cocktail, les goûts qu'ils vont préférer. Et donc là, du coup, derrière, on va avoir un vrai travail avec le barman qui va prendre son temps. Et c'est amener le client dans notre monde à nous. Et le client, il repart toujours avec le sourire. Il arrive avec le sourire, il repart avec le sourire. Et ça, c'est toujours bénéfique pour nous. Cocktail avec alcool, cocktail... Cocktail avec alcool, sans alcool. alcool. Et aussi aujourd'hui, l'OLBV qui marche très très bien. Ça, c'est important pour nous. En fait, dans la famille, il y a aussi des valeurs qui sont essentielles. C'est-à-dire travailler avec des producteurs locaux, des produits simples, bien faits. Et aussi, voilà, tout le côté responsabilité, que ce soit les jeunes ou même les anciens aussi, hein, et les moins jeunes, faire attention à notre consommation, toujours en goûtant des produits très intéressants, mais on n'est pas là, encore une fois, pour finir à l'envers. Ouais. Mais c'est ce que Carole Quinton dit souvent, c'est un verre de cocktail plus un verre d'eau. Voilà, moi, c'est un peu ma devise. Effectivement, dans les lots ABV, en fait, on est là pour apprécier les produits que l'on déguste. On parle bien de dégustation dans un cocktail, dans une liqueur. Et donc, l'accompagner d'un verre d'eau, c'est une reco simple, c'est facile. Et puis comme ça, on n'est pas à l'envers. Là, vous aurez, en fait, pour la dégustation, il y aura des petits shooters de 5 centilitres, hein, mais il y aura aussi des verres d'eau de 10 centilitres. Donc à chaque fois, pensez bien à verre d'eau cocktail. Okay, pour en terminer, Nicolas, création du Gatsby il y a 3 ans à Angers. Ouais. Création du Gatsby à la Baule. Depuis le 29 mai, on a créé le Gatsby La Baule, donc même concept, avec un futur projet de franchiser le bar, tout en essayant de garder cet esprit familial que nous, on adore présenter à nos clients. Donc là, c'est un travail de longue haleine, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On prend le temps de le faire pour faire bien les choses, parce que nous, si on fait mal les choses, on ne le fait pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. Et derrière, voilà, c'est travailler aussi avec le rotovapeur. Fernando, on a discuté, on a parlé tout à l'heure. On a acheté un rotovapeur grâce à la maison Cointreau. On fait pas mal aussi de masterclass. Donc on est vraiment soutenu par les belles maisons qu'on a en Anjou. Ça, c'est très plaisant. Et donc ça nous permet aussi de monter en gamme et aussi de faire découvrir, je me permets de le dire, une qualité de produit et un établissement beau, présentable pour des plus petites villes comme Angers. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller à Paris pour aller découvrir quelque chose de très original. Et nous, on a la chance d'avoir beaucoup d'artistes. Moi, c'est le point fort aussi du Gatsby. C'est-à-dire qu'on prend vraiment tous les artistes de la région. Et donc, il faut venir voir, il faut venir découvrir le lieu avec l'ambiance et puis la création des barman. Je crois qu'il y a même Didier Péan qui est attendu, non Tout à fait, on attend Didier Péan dimanche prochain, Ouais. qui apparemment a créé une musique exprès pour pour le bar. Ouais. J'ai très hâte. Il paraît. Ouais. Merci Nicolas, merci Carole. C'est bien ce qu'ils ont fait au Gatsby et c'est ce qui se passe aussi dans un endroit. Vous n'y allez pas que pour le verre. C'est une expérience, un moment passé aussi. Donc voilà. Et toute la démarche a du sens quand tout est construit autour du cocktail. Moi, quand j'étais jeune, je croyais qu'il suffisait de faire un bon cocktail pour faire un bon bar. Et à force de visiter des établissements dans le monde entier, je me suis rendu compte que finalement, je préférais être dans un endroit où je me sente bien, peut-être avec une bière, alors que je ne suis pas un buveur de bière,
avec un endroit peut-être sublime, mais qui n'a pas d'âme. Donc voilà, donc ça c'est important de ne pas l'oublier. Merci Clara, Martin, Fernando, Nicolas, Carole pour votre intervention. On va passer dernier, on peut les applaudir je pense. Ouais.